C'était mon premier jour officiel, jeune diplômé. J'arrive à la réception et là j'ai un moment de doute parce que c'est quand même une tour dans laquelle travaillent 4000 personnes. Donc il y a un flot de personnes qui arrivent entre 8h et 9h et je me rends compte que tous les hommes portent une cravate et sont en costume. Ce qui n'était pas mon cas. Mon chef m'a proposé d'aller à une réunion au ministère le matin pour l'après-midi. J'ai dit oui sans réfléchir et j'ai réalisé après et je me suis dit tu vas pas pouvoir y aller comme ça. Donc je me suis pointé comme ça à mon premier jour de boulot et j'ai bien senti que j'avais pas le dress code qu'il fallait. À la pause, je suis parti m'acheter une cravate. Je sais pas si je l'ai reportée après, mais en tout cas, elle m'a fait l'après-midi et il a fallu que je m'adapte ensuite pour être conforme au dress code de tous ces gens qui travaillent dans les sociétés de services, à la Défense, au siège d'une société. Et du coup, j'ai couru, j'ai pas pris de pause déjeuner et j'ai couru au centre commercial d'à côté m'acheter une robe quelconque que j'ai ramenée au bureau et que j'ai enfilée dans les toilettes de l'étage pour aller à cette réunion qui a duré 1h30 et où j'ai pas prononcé un mot. Contrairement à Laurent et Rosen que vous venez d'entendre, dans mon monde, on n'a pas besoin de costume, de cravate, ni de robe, ni de tailleur pour aller bosser. Ma tenue de travail, en fait, c'est à peu près celle que je porte maintenant. Un jean, un haut assez classique et des baskets aux pieds. C'est quasiment la même tenue que quand je ne travaille pas. Alors c'est sûr que c'est une chance, en tout cas financière, parce que j'ai pas besoin d'une garde-robe spécifique réservée au boulot. Les journalistes, on est plutôt à la cool sur le code vestimentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Je me rappelle quand je travaillais dans une radio assez branchée, une collègue était venue passer son entretien d'embauche en tailleur. Et 1 an plus tard, c'était encore un sujet de moquerie. Donc c'est cool, mais il faut que ce soit cool. C'est ça la règle en fait. Et être trop bien habillé, par exemple, ça ne passe pas toujours non plus. C'est le code silencieux de notre secteur. Globalement, 2 salariés sur 3 en France disent ne pas avoir de code vestimentaire imposé au bureau, selon un sondage OpinionWay de 2015. Pour autant, ça ne veut pas dire que 2 salariés sur 3 s'habillent comme ils veulent pour aller au travail. 60% d'entre eux disent veiller à leur tenue, dans le souci de ne pas nuire à l'image de l'entreprise. Ça vient du même sondage. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que les entreprises attendent de leurs salariés en termes de tenue au travail ? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il y aurait ces attentes vis-à-vis de ce que l'on porte dans une entreprise ? Parce que c'est pas comme si des vêtements avaient le pouvoir de nous faire travailler mieux, si ? Bon, en fait, ça se discute parce qu'il y a des études qui montrent, par exemple, qu'on peut se sentir plus puissant en étant habillé de manière stricte ou comment on peut se concentrer plus facilement avec une tenue plus relaxe. Mais l'enjeu derrière les habits qu'on porte, il n'est pas seulement pour soi. Il est aussi pour les autres. Quelle image est-ce qu'on véhicule par ces vêtements et pourquoi ça compte autant pour les entreprises ? Dans cet épisode, je me suis demandé pourquoi les entreprises dans lesquelles nous travaillons attendent de nous une certaine tenue et surtout comment s'expliquent ces codes vestimentaires parfois implicites. Pour répondre à ces questions, j'ai interviewé l'historien Jérémy Brucker, qui est spécialiste de l'histoire du vêtement de travail du 19e siècle à nos jours. Louise Emerlé a échangé avec la coach en bonne manière, Marie de Tilly. Ils nous ont parlé de l'importance des codes vestimentaires au travail aujourd'hui, autant pour une question pratique que de représentation de soi, et de comment ces codes s'adaptent au contexte et à l'époque, et évoluent dans le temps. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Je suis Marie de Tilly, je donne des cours de savoir-être, savoir-vivre. Je travaille aussi bien en France qu'à l'étranger et avec tout un panel de gens totalement différents. Ça peut aller des jeunes en banlieue comme avec des grands patrons de grandes sociétés, et je bosse aussi en Afrique, aux États-Unis, en Russie, dans pas mal de pays, au Brésil. Et à chaque fois, j'ai une clientèle totalement différente qui veulent des cours. Je fais plutôt du coaching. Et ça peut être comment se tenir et se comporter dans le travail,
mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Je leur donne des conseils sur la façon de s'habiller. Chaque métier a un code vestimentaire, et il faut savoir à peu près lequel. Voilà, il y a certaines personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là parce que c'est vrai que quand un avocat ne va pas s'habiller de la même façon qu'un publicitaire, par exemple. Et donc, j'ai besoin par moment, d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Et il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des codes, et je suis là pour les aider. Marie de Tilly est une professionnelle des codes vestimentaires. Parfois, ce sont des particuliers qui font appel à elle, par exemple des jeunes qui rentrent dans des grands groupes et qui ont peur de ne pas suffisamment maîtriser tous ces codes. Mais ça peut aussi être des entreprises qui la recrutent pour venir coacher leurs salariés. Parce que même si officiellement celles-ci n'imposent pas d'uniforme, elles ont des attentes qu'elles comptent bien voir respectées. L'exemple le plus flagrant, c'était pour une grande société très connue en France, et vraiment une grosse compagnie qui a des bureaux et des filiales un peu partout dans le monde, avec des présidents pour chaque pays, enfin des managers, voilà, pour chaque pays. Mais cette société est française, et c'est vrai que le président qui est venu à la tête de cette société du CAC 40, d'ailleurs, je précise, quand il a fait un tour de tous les pays et qu'il a vu les présidents français et la façon dont ils étaient habillés dans leur pays, aux États-Unis, Amérique du Sud, au Brésil, enfin bon, pas mal de pays, il a été un peu choqué et il m'a demandé de venir lors de la réunion de tous les pays pour donner quelques conseils d'habillement à tous ces grands patrons de pays qui étaient quand même tous plus ou moins, même plus que moi, polytechniciens, centraliens, et donc leur apprendre à s'habiller d'une façon très correcte et très sérieuse pour justement donner une bonne image de la France. Parce que la France est quand même considérée comme un pays effectivement très très cultivé et très justement qui a un certain savoir-vivre. Donc il voulait absolument que ces patrons de pays soient à cette image-là. Et donc, si vous voulez, quand lui, ce patron, a fait un tour sur place de tous les patrons de pays et qu'il a vu qu'il y en avait certains qui étaient en Bermuda parce qu'il faisait très chaud ou des choses comme ça, il a complètement... Lui, il a tout de suite dit qu'il n'en était pas question. Il devait représenter le côté à la fois efficace, parce que c'est une entreprise d'ingénieurs, et à la fois le côté sophistiqué de la France. C'est ça ce qu'il voulait transmettre comme image. Parce que pour lui, le fait d'être habillé... je dirais plus élégamment, ça démontrait une efficacité et surtout un savoir-faire. Le jour de la réunion en France, où il y avait tous les patrons de chaque pays qui étaient là, il m'a demandé moi je leur ai demandé de se lever pour montrer un petit peu comment ils étaient habillés, et effectivement avec un peu d'humour et avec beaucoup de recul, j'aurais expliqué qu'il y avait telle chose qu'on pouvait porter, d'autres qu'on pouvait moins porter, que il y avait des chaussures qui étaient de telle façon, qu'on pouvait avoir des chemises de telle, voilà, les cravates, les chemises, la texture de la veste, enfin du tissu, et j'ai essayé de le faire d'une façon, je dirais, à la fois amusante et avec du recul, mais pour leur expliquer que voilà ce qu'on attendait d'eux. Par exemple, au lieu de porter une chemise, porter un polo, c'est pas correct. Dans ce genre de société, c'est pas possible. Vous n'avez pas un polo, vous portez une chemise. Vous mettez pas un grand cardigan en laine plutôt qu'une veste, des choses comme ça. Ça fait pas efficace, ça fait pas sérieux, si vous voulez. En entendant cette histoire, j'ai un peu tiqué. Ces gens, ils sont compétents. Ils ont été nommés à des postes importants et l'entreprise veut qu'ils restent. Alors pourquoi le vêtement, ça compte autant, au point qu'on paye quelqu'un pour leur apprendre à s'habiller autrement, à changer leur interface avec le monde en quelque sorte ?
Pour Jérémy Brucker, c'est d'abord pour des raisons pratiques. Si on a des employés qui sont au contact du public, le patron a tout intérêt à ce qu'il y ait une certaine homogénéité dans l'apparence pour que le public, le consommateur, le client ou l'usager puisse reconnaître, identifier très rapidement le personnel de l'entreprise. Dans un magasin Carrefour, une fois, il m'est arrivé de porter un t-shirt en bleu de travail qui était vendu par des magasins de vêtements de travail. On m'a interpellé parce qu'on pensait tout simplement que j'étais un employé. C'est le bleu de travail que je portais a rappelé le bleu Carrefour. Mais de l'extérieur, effectivement, c'est très important qu'on puisse être repéré, tout simplement parce que ça donne une bonne image ou pas de l'entreprise et puis ça permet de servir le client. On retrouve un peu cette question dans les cafés, en quelque sorte, hein, mais il y a des entreprises pour lesquelles il n'y a pas de public, mais néanmoins, le vêtement est important pour des raisons de sécurité. Et dans ce cas-là, effectivement, le patron a tout intérêt à ce qu'il y ait une homogénéité, qu'il y ait un respect du port de ses vêtements. Parce qu'il y a plusieurs catégories, évidemment. Il y a l'employé au contact du public, mais après, il y a le travailleur au contact d'une machine, au contact dans un processus productif qui exige un respect des normes et notamment des normes de sécurité pour éviter l'accident de travail, puisqu'il y a la responsabilité du patron qui est engagé en cas d'accident du travail. Dans ce cas-là, c'est effectivement important et nécessaire que les employés portent le vêtement, non pas pour leur image, mais pour leur protection. Ok, mais dans le cas de Marie de Tilly, ces cadres qui ont défilé un par un devant elle pour qu'elle puisse scruter leur tenue, ce n'est pas pour une question de protection. Là, on parle de directeur de filiale à l'étranger d'une entreprise du CAC 40. En fait, plus que la protection de l'employé, ou la possibilité pour un client d'identifier d'un coup d'œil qu'il peut s'adresser à telle personne dans un magasin, ce qui se joue dans la tenue de travail, c'est de montrer l'appartenance d'un individu à son entreprise. En fait, il n'est plus lui-même, ou pas en premier lieu. Il est l'entreprise. Alors, la fonction sociale du vêtement de travail, c'est d'abord montrer qu'on appartient à l'entreprise, ou à tout le moins qu'on est un membre de l'entreprise. Et ça permet d'abord de montrer qu'on fait partie du groupe, puisque si on était habillé complètement différemment, lorsque le vêtement est imposé, évidemment, ou lorsqu'on s'habille complètement différemment, on veut montrer aux collègues ou aux employés qu'on est un être à part et que finalement, on n'a pas cet esprit d'équipe qui peut être attendu dans certaines entreprises. Et montrer qu'on fait partie du groupe, c'est adopter le même costume-cravate que ses collègues, même si ce n'est pas indiqué dans le règlement intérieur de l'entreprise. Finalement, le regard le plus inquisiteur qu'il puisse y avoir dans une entreprise, c'est rarement le patron, parce que, sauf si vous êtes dans une petite entreprise et que votre patron est aussi votre collègue et à côté de votre bureau. Mais lorsque on est dans une entreprise un peu plus conséquente, le grand responsable, on le voit moins souvent. Le pire, c'est quand même le regard des collègues. Il n'y a pas besoin de parler pour dire que vous êtes mal habillé, un simple regard suffit. Après, à vous de partir des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, enfin vous faites comme vous voulez, mais un regard un peu assistant sur une partie du corps et vous savez que vous avez commis un impair. Et ça passe par des détails très précis et extrêmement codifiés. C'est ce que j'ai réalisé quand on a demandé à Marie de Tilly de justement nous détailler les codes vestimentaires à suivre, selon elle, au travail. J'avoue que l'importance de la longueur des chaussettes m'a un peu étonnée, mais d'après elle, chaque détail compte. Les chaussettes, c'est très important aussi, surtout pour les hommes. Les chaussettes doivent monter jusqu'aux genoux. Surtout pas les petites chaussettes qu'on ne voit pas vos chevilles. Ça, c'est affreux. C'est quand les hommes s'assoient et, par exemple, remontent un peu leurs pantalons. Dès qu'on voit la cheville, c'est vraiment, ça, c'est pas très élégant. Donc, la chaussette doit être haute, évidemment. La chaussette doit être haute et effectivement, il y en a certains qui se permettent de porter des couleurs de chaussettes. Moi, je vais vous dire, soyez classiques, bleu marine, gris foncé, noir. Et puis, chaussures aussi pour les hommes, parce que c'est les choses qu'on regarde. Donc, des chaussures. Misez sur des chaussures de qualité aussi, qui vont durer et qui vont même durer en étant même pas mal, plutôt belles en vieillissant. Donc, je pense que je mettrais plutôt le paquet sur la veste, les chaussures, chemise, bon, c'est toujours plus simple. De toute façon, les chemises, on en change tous les jours, en gros. Mais voilà, une belle ceinture. Et puis, petit conseil du chef, c'est vous achetez un costume, vous achetez
une veste, mais achetez avec 2 pantalons, parce que les pantalons, ça s'use, et donc il vaut mieux acheter un costume avec une veste et 2 pantalons. Et mettez franchement le paquet sur la veste, il faut que ça soit bien, et surtout pas en lin, parce que c'est très froissé, ça fait négliger. Donc ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, je dirais que toujours pareil, une chemise, une belle, je sais pas, un beau top, c'est toujours élégant, c'est toujours bien, ça se voit, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis chaussures aussi, on regarde beaucoup les chaussures. Et voilà, je pense que pour les filles, il y a pas mal de choix, c'est beaucoup plus facile, on peut s'habiller d'une façon pas forcément très onéreuse, mais c'est toujours, choisissez le côté élégant plutôt que le côté élégant, c'est ce qui va durer dans le temps, alors que si vous choisissez quelque chose à la mode, ça va pas forcément durer très longtemps. Moi, je choisirais au travail, je miserais sur l'élégance, le top en soie, joli, voilà, et qui est d'une couleur qui vous va. Enfin bref, c'est l'élégance qui va durer. Et c'est surtout ça sur lequel il faut miser. Bon, je dois dire que d'entendre l'importance du top en soie pour les femmes ou du costume veste pour les hommes, ça me chiffonne un peu. Il y a un côté très maintien de l'ordre établi. Et puis on vit dans un monde où des milliardaires portent des sweats à capuche, où le streetwear fonctionne parfois très bien, où les sockets pour hommes, ça peut être super stylé. Mais ce que dit Marie de Tilly, c'est que pour beaucoup d'entreprises, c'est fondamental. Comme pour ce patron du CAC 40, pour qui ses employés doivent incarner le savoir-faire français avec leur tenue. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux sur la ligne de départ, comme pour à peu près tout. Il y en a qui ont appris ces normes via leur environnement, via leur milieu social, et d'autres qui n'ont eu personne pour leur donner le mode d'emploi. Alors Marie de Tilly dit « Voilà, les règles, c'est ça. Ensuite, hasta la vista, au moins tout le monde les connaît et ça réduit l'aspect potentiellement discriminant que peut avoir le vêtement. » Je suis d'accord que ça peut être discriminant et que je l'ai déjà eu comme problème pour certains jeunes. Je le reconnais. Mais justement, je trouve que c'est important qu'on en parle à l'école, qu'on en parle. Moi, je vais vous dire, dans mes classes d'école dans la finance, que ce soit en finance ou en marketing, j'en parle et je donne des adresses. Voilà. Et du coup, les jeunes donnent leurs adresses aussi. Enfin bon, et on en parle. Et je trouve que on devrait en parler en classe un peu plus, plutôt que de garder ça uniquement comme petit privilège pour une certaine classe sociale. Effectivement, c'est discriminatoire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été embauchées à cause de leur look. Cette femme très brillante qui n'a pas été recrutée parce que le look ne correspondait pas. Le look ne correspondait pas, elle ne pouvait pas représenter, elle ne pouvait pas être la vitrine de cette entreprise. Elle n'a pas été embauchée parce que, si vous voulez, elle devait travailler dans un très grand groupe, très important. La personne avait tout à fait les capacités intellectuelles, il n'y avait pas de problème de ce côté-là, mais elle avait un look excessivement négligé qui ne pouvait pas correspondre, qui correspondait pas à l'image de la société. C'est le big boss qui a dit non, je peux pas. C'est pas possible. Parce que ça donne pas une image crédible. À son idée, hein. Alors ça veut pas dire, attention, faut pas confondre beauté et habillement. Mais je pense que là, ce qui s'est passé au niveau de cette femme, c'est qu'elle faisait négliger. Ce n'est pas possible, quand on rentre à un grand poste, d'être complètement négligé. Selon un sondage de la Sofres, 51% des répondants estiment que le look est un facteur majeur de désavantage au recrutement. Et là, la situation que décrit Marie de Tilly, c'est juste de la discrimination à l'embauche sur l'apparence physique. Avec la montée en puissance du secteur tertiaire et des métiers au contact d'une clientèle, l'apparence et donc les vêtements sont de plus en plus importants. C'est ce qu'explique la sociologue Hélène Garner-Moyer dans ses travaux. Mais du coup, je m'interroge sur comment c'était avant. S'il y a toujours eu des codes vestimentaires spécifiques pour le travail et de quelle manière l'habillement professionnel a évolué. Petit retour en arrière, donc, avec Jérémy Brucker. Au XIXe siècle, le vêtement de travail par excellence, finalement, porté pour le travail, c'est la blouse. Cette blouse est un vêtement qui, finalement, est produit en série, en usine, très rapidement. Et cette blouse a permis d'habiller des milliers de travailleurs et de travailleuses. Avant ça, les gens avaient un bel habit pour les grandes occasions et d'autres qu'ils mettaient pour le travail, mais aussi pour les tâches domestiques.
Des habits qu'il portait sans discontinuité entre les sphères privées, professionnelles ou publiques. D'après Jérémy Brucker, le vêtement de travail est une invention du 19e siècle. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les fabricants de vêtements professionnels et que les vestiaires en entreprise, pour pouvoir changer de tenue à l'arrivée au travail, se généralisent. Il s'avère que au cours du second 19e siècle, il y a des entreprises, et notamment des compagnies de chemin de fer ou de services postal, qui ont décidé de faire porter à leurs employés des uniformes qui sont inspirés de la sphère militaire. Ces vêtements d'uniforme vont habiller avant tout des hommes, évidemment, puisqu'on ne peut pas imaginer des femmes à l'armée. La question de l'uniforme, là, c'est de masquer des individualités et de transformer l'individu en personnel d'entreprise. À partir du moment où vous avez des uniformes, s'ils sont tous identiques, on peut considérer qu'ils ont tous la même fonction et qu'ils sont capables de faire tous les mêmes tâches. On s'est inspiré du modèle militaire tout simplement parce que l'armée était un modèle dans les années 1860-70. Elle était capable, et 1880, elle était capable d'habiller des effectifs très nombreux avec des uniformes, et donc on s'est inspiré des patrons, des moyennes qui ont été établies à partir des conscrits, des corps des conscrits. Ça a permis de lancer une préfabrication, voire quasiment un vêtement confectionné très très vite pour habiller des effectifs parfois pléthoriques. Et ils vont être utilisés jusqu'au milieu du XXe siècle. L'uniforme pensé au XIXe siècle est peu à peu abandonné après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le problème de la Deuxième Guerre mondiale. Un vêtement qui rappelle la sphère militaire n'a plus lieu d'être dans une entreprise civile. Il est considéré comme trop rigide. Et puis, un dernier problème, c'est qu'il y a plus de monde à habiller. Ça coûte. Et le dernier problème, c'est que les travailleurs eux-mêmes, à partir des années 1960-1970, vont avoir envie de prendre l'air et de pouvoir s'habiller autrement. Donc, ça commence à râler. Il y en a qui râlaient déjà avant, mais pour des questions de coût, d'entretien et tout simplement de confort, il y a un certain nombre qui râlent, notamment chez les facteurs ou chez les employés des chemins de fer. Donc, on va redessiner, repenser une tenue plus pratique et qui va peu à peu délaisser l'uniforme. Donc, l'uniforme d'inspiration militaire va exister dans les entreprises jusque dans les années 1960-70, grosso modo. La blouse, elle va disparaître aussi à partir des années 60-70. On en trouve encore, évidemment, et il y en a même qui reviennent sur le marché. Mais à partir des années 70, si je reprends l'exemple postal, ce sont les jeunes employés dans les années 1960 qui vont refuser de porter la blouse, ou si elles ne le disent pas, en tout cas, elles ne portent plus la blouse. Et il y a d'ailleurs des conflits générationnels dans certains bureaux, puisque les anciennes postières vont continuer à s'habiller avec leur blouse et les jeunes vont la délaisser. Petit à petit, les mœurs évoluent. Par exemple, si on prend la cravate, elle a longtemps été incontournable et aujourd'hui, elle perd du terrain partout, jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le droit des députés hommes à siéger au Parlement sans cravate a été acté en 2017, alors qu'avant, impossible de se présenter sans veste et sans cravate. Est-ce que ça veut dire que les codes vestimentaires au travail vont progressivement s'effacer et que les tongs en été, ce sera un jour OK pour aller travailler ? Abolir les codes vestimentaires au travail, je pense qu'en France, c'est dans le domaine de l'utopie, je pense. On ne pense plus qu'à soi, et je pense que c'est très, très... c'est néfaste, Pensons aux autres. Moi, si je m'habille, c'est pour le regard de l'autre aussi, c'est pas que pour moi. Je dois avouer que personnellement, je suis pas très à l'aise avec ces règles strictes qui devraient gouverner la manière dont on s'habille pour travailler, et puis surtout, elles sont loin d'être universelles. Reste que, d'après Jérémy Brucker, si on porte les mêmes vêtements pendant le travail ou dans notre vie privée, alors il n'y a plus de distinction. Et ce flou artistique, c'est pas bon. J'avoue qu'avec mon jean et mes baskets, je me dis qu'il n'a pas forcément tort. Avoir des vêtements différents, ça pourrait peut-être éloigner cette impression que j'ai souvent de travailler tout le temps, même quand je ne travaille pas. En tout cas, je m'interroge. Finalement, cette enveloppe a
une force incroyable sur notre imaginaire, à savoir qu'on peut changer de peau et donc de rythme ou d'activité lorsqu'on retire son vêtement de travail. Et le fait d'avoir des tenues différentes permet à l'individu de se dire « ça y est, j'ai fini ma journée ». Sinon, on ne déconnecte jamais. Si vous, avec les mails ou avec le téléphone, si en permanence vous répondez, vous regardez, eh bien, vous êtes au travail, même chez vous, et c'est difficile pour un certain nombre d'individus de couper le week-end. Alors, si vous ne vous habillez pas du tout pareil et que vous êtes plus enclin à réaliser d'autres tâches que de vous tourner vers le travail. Moi, personnellement, j'enseigne, mais je retire systématiquement la chemise que j'ai utilisée que j'ai portée pour enseigner lorsque je rentre chez moi. J'ai fini ma journée, en tout cas devant un public, même si je travaille chez moi autrement. Mais c'est important de scinder, de créer des paravents en quelque sorte ou des distinctions, et je pense que l'apparence et le soin qu'on va porter à son apparence contribuent à une bonne hygiène de vie, à un bon rythme de vie, et finalement l'articulation qu'il peut y avoir entre le vêtement de travail, le vêtement personnel, le vêtement de loisir, le vêtement du dimanche, le vêtement de soirée, eh bien dynamise notre quotidien et est bon pour le moral. En fait, il y a probablement un équilibre à trouver entre un uniforme, officiel ou officieux, mais qui en tout cas délimite bien le temps de travail, et s'habiller comme on s'habille tous les jours, quitte à fusionner avec son job et mélanger les sphères pro et perso, à donner à voir un peu de son intimité, et en prenant alors le risque d'être jugé. Ce juste milieu, il est probablement quelque part entre les attentes de l'individu et celles de l'entreprise. Et les attentes des entreprises, elles sont parfois excessives. Dans une décision sur l'apparence physique au travail, publiée en octobre 2019, le défenseur des droits Jacques Toubon les rappelle à l'ordre. Il pointe certains codes qui paraissent aujourd'hui obsolètes, sexistes ou discriminatoires. Il rappelle que si des règles liées à la sécurité et l'hygiène sont justifiées, les codes vestimentaires, je cite, qui répondent à des considérations d'image, ne sont a priori pas justifiés pour des métiers sans aucun contact avec la clientèle. Et même pour des postes en contact avec le public, écrit-il, la restriction doit être proportionnée. Certaines règles sont légitimes, oui, mais elles doivent rester raisonnables. Ça me rappelle ce mouvement de protestation inédit qu'on a vu à Nantes en 2017. C'était pendant la canicule, des chauffeurs de bus se sont mis à conduire en jupe parce qu'on leur interdisait le port du Bermuda sous des températures de fournaise. Et ils ont fini par gagner. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlet est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on parlera de la semaine de 4 jours. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.